Et la rentabilité, c'est plus important. Enfin, c'est le goal ultime versus l'acquisition de nouveaux clients. En fait, ça remet un petit peu l'église au milieu du village et ça permet de se dire, ok, mais en fait, quelles sont par verticale, on a beaucoup de verticales travaillées, coiffure, beauté, massage, ménage régulier ou ménage ponctuel, garde d'enfants. Donc par verticale, on va définir les LTV des clients qui sont entrés par une verticale donnée. Et ça nous permet en fait de replacer le bon niveau de coût d'acquisition. C'est ça, tu peux augmenter tes coûts d'acquisition parce que tu sais que tu vas le garder X mois et générer un revenu incrémental intéressant. Ouais. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker, le podcast d'Eskimos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance de recevoir Marine, qui est VP Growth chez Wikaza. Bienvenue Marine. Salut Jérémy, je suis très heureuse d'être là. Et c'est moi qui te remercie de nous accorder de ton temps et de nous partager un peu l'expérience que tu as réussi à collecter tout au fil de ta carrière. On a une tradition chez Icebreaker, c'est de commencer toujours par la séquence qu'on appelle Touchous. Touchous, c'est 45 secondes où l'invité doit présenter, dire qui il est et ce qu'il fait. Donc je te laisse la parole. Eh bien, donc Marine Errande, ça fait une bonne douzaine d'années maintenant que j'évolue dans la sphère du marketing digital avec une forte affinité data et product. Je viens de passer 6 ans chez Wikaza en tant que VP Growth and International. Et Wikaza, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc c'est une marketplace de services d'aide et de bien-être à domicile. Notre mission, c'est de permettre à nos clients de retrouver du temps pour eux, leurs proches, leur famille, tout en permettant au réseau de professionnels de vivre pleinement de leurs talents. Nous sommes présents dans 4 pays européens à date, donc la France, qui est le marché historique, le UK, qui a été lancé en 2021, et l'Allemagne et l'Autriche, lancés l'année dernière. Et j'ai accompagné le scale de la marketplace jusqu'à atteindre 100 millions d'euros de volume d'affaires annuel. Ouais, alors c'est une super marque, Wikaza. Moi, je précise que j'étais client 5-6 ans à titre personnel, donc je recommande à la fois sur la partie UX et puis sur l'expérience que l'on peut vivre. Donc allez-y de bon cœur. Pareil, avant pour préparer l'émission, je t'ai demandé de réfléchir à 2 vérités, un mensonge pour qu'on puisse te connaître un peu mieux. Je te laisse peut-être nous partager un peu ces 3 éléments, puis je vais essayer de deviner le vrai du faux. Ok, c'est parti. Alors, je ne suis pas très bonne en mensonges, mais... donc, numéro 1, j'ai l'oreille absolue. Numéro 2, j'ai 4 enfants. Et numéro 3, je dors en moyenne 5h30 par nuit. Alors là, tu me rends pas la tâche facile. 4 enfants, ça je dis que c'est vrai. Parce que tu m'as parlé de tes enfants juste avant, donc je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ok. Bon, c'est du boulot, 4 enfants. Moi, j'en ai que 2. Je mesure déjà que c'est 2 fois. Est-ce que c'est 2 fois plus de boulot? Non, le coût incrémental de l'enfant supplémentaire diminue. Tu comptes sur l'aîné pour gérer, pour t'aider. Ok. Et après, l'oreille absolue est 5h30. Moi je suis à 5h30, 6h par nuit, donc je me dis que ça doit être possible aussi. Et je pense que tu dors 5h30 par nuit. Non, pas du tout, c'est complètement faux. C'est l'inverse. Je suis une énorme marmotte, oui, effectivement. Mais tu as l'oreille absolue, alors est-ce que ça te sert dans ton quotidien, au boulot, l'oreille absolue? Non, en fait, je pense qu'au contraire, ça me dessert, dans le sens où je pense que j'ai une sensibilité accrue au bruit, donc voilà, j'ai toujours les oreilles qui traînent et typiquement je peux pas travailler en musique parce que je vais entendre les paroles plus les notes qui font leur son et donc ça fait trop de déconcentration. Tu peux pas travailler dans la Startup Nation, quoi, parce que je pense que Wikaza c'est peut-être comme ça d'ailleurs, il y a peut-être un open space avec du bruit, etc., une émulation. Disons que je peux travailler, mais je vais avoir sans cesse les oreilles qui traînent. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Bon, super. En tout cas, merci d'être venue, Marine. Pourquoi j'ai tenu à t'inviter, c'est que tu as un parcours effectivement qui est assez unique dans l'écosystème. Il y a la partie growth dont on va revenir, où je trouve que c'est un positionnement qu'on voit de plus en plus, mais qui est à valoriser. Et des fois, on a du mal à comprendre un peu les tenants aboutissants. Moi, j'en ai fait un peu, donc je pense que tu as pas mal de retours d'expérience à nous partager. Et après, tu as un parcours... Déjà, tu as un parcours long, je trouve. C'est-à-dire que tu as plusieurs expériences de plus de 5 ans et ça commence à être rare dans notre écosystème, surtout sur des profils jeunes comme le tien, un peu comme le mien aussi. Voilà. Et surtout, tu as une formation académique qui est intéressante. Hein, on en parlait juste avant, c'est que tu as fait HEC en marketing. Bon, moi, instinctivement, si je pense marketing, je pense pas à HEC. Qu'est-ce que tu as appris là-bas et que tu mets aujourd'hui en application? Franchement, je dirais, ça reste
L'ardeur au travail et beaucoup de rigueur. Enfin, c'est assez basique comme réponse, mais finalement, c'est pas les grands concepts marketing qui vont m'aider dans mon quotidien, mais ça va être plus l'attention aux détails, tout en sachant garder la big picture en toile de fond, l'objectif final. Voilà, donc fixer des stratégies pertinentes, impactantes, tout en sachant les exécuter à la lettre. Ouais. J'imagine que c'était, quand on pense à Chaussy, on pense surtout à des parcours plutôt en conseil généraliste ou en banque, finance, voilà exactement. Peut-être un peu moins en marketing. Tu étais un peu, pas à la marge, mais en tout cas, j'imagine que tu n'étais pas dans la moyenne des aspirations professionnelles. Alors, c'est plus ou moins vrai. Le marketing chez les grands groupes traditionnels, type L'Oréal, Procter, etc., avait quand même beaucoup la cote aussi à mon époque. Ce qui est beaucoup moins traditionnel, c'est d'avoir embrayé directement sur une PME qui s'appelle ventunique.com qui avait 50 employés à l'époque et de commencer en traffic management. Franchement, ça c'était oui, pas du tout traditionnel. Faire du marketing, il était quand même un peu plus. Moi, j'aime toucher à tout, donc j'avais pas forcément envie de me refermer dans un secteur particulier et ça m'a permis de garder les yeux ouverts sur à peu près tout ce qui m'intéresse dans l'entreprise. Alors justement, pourquoi traffic manager alors que effectivement, ça aurait pu t'ouvrir d'autres portes Ouais, très bonne question. Là, je dois remonter. En fait, j'ai fait 2 stages en césure. Le premier en marketing plus traditionnel, assistante chef de produit. Et en fait, ça m'a pas beaucoup plu. Je pense pour 2 raisons. Trop grand groupe à l'époque, en tout cas pour la petite stagiaire que j'étais. Et deuxièmement, peu de retour sur mes actions. Je pense que j'ai besoin d'avoir du feedback assez rapide pour savoir si je fais du bon travail ou pas. Et ça vient pas du manager chez moi, en tout cas. Ça vient vraiment des chiffres, de la data que je vais avoir. Et à l'époque, les panels distributeurs, on les avait tous les 6 mois. Donc autant dire que c'était après la fin du stage. Donc mon deuxième stage, je l'ai fait dans une petite entreprise, une petite filiale d'Amazon qui s'appelle Abibooks. Et là, au début, j'étais juste en charge de la rédaction des newsletters, 2 newsletters par semaine, etc. Et c'était un gros driver de business. Et en fait, j'avais le lendemain le chiffre d'affaires généré par la news, avec une petite rémanence évidemment, mais et tout de suite, ça m'a parlé. Enfin, vraiment, day one, j'attendais les perfs le lendemain. Tu t'es pris au jeu, quoi. Ah ouais. Et dire l'impact que je vais mettre, tu vas pouvoir le mesurer tout de suite. Totalement. Et donc après, mes missions se sont étendues. Mais j'ai compris que le marketing digital m'apportait ça. Là où, à l'époque, je pense qu'on est aussi beaucoup plus réactif. Le marketing traditionnel ne me le permettait pas, donc j'ai trouvé ma voie comme ça. Ouais, tu as réussi finalement à sortir un peu des schémas ou d'une certaine route qui t'était tracée pour trouver ta voie. Moi, je vais faire le parallèle un peu avec moi, ce que j'ai connu. Alors, c'est toute chose égale par ailleurs, mais moi, j'ai fait Sciences Po. Alors, en province, j'ai fait à Toulouse, une IEP. Et effectivement, on a un stage de césure, et donc, j'avais candidaté, j'avais été reçu à la fois sur des journaux qui ont pignon sur rue, des grandes banques. Et à la fin des fins, j'ai choisi un stage dans un magazine de sport de combat, de catch et de MMA, c'était ma passion à l'époque. Alors, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Et c'est vrai que mon choix était complètement déroutant, même pour moi d'ailleurs. Ouais. Et je trouve que si je devais refaire ce choix-là aujourd'hui, je ferais exactement le même en fait. Parce que c'est un peu ce que tu dis, je pense, hein, c'est que il faut aussi faire ce qui te plaît quoi, au bout d'un moment. Tout à fait. Et moi, je sentais que c'était ça qui me plaisait, même si peut-être que ça m'a fait perdre un peu de temps, je sais pas. Mais voilà, c'est bien d'être au moins en accord sur le démarrage, je trouve, avec ce qui nous anime. Ouais. Complètement. Il ne faut pas forcément suivre ce qu'on appelle la voie royale, mais plutôt suivre l'endroit où notre plein potentiel peut s'exprimer en fait. Enfin, je pense que c'est plus important. Et puis le métier de traffic manager, c'est un métier pas formateur. Moi, j'ai commencé comme ça dans le marketing un peu par hasard. J'avais pas le bagage que tu avais, j'avais aucune formation marketing, j'ai commencé pareil que toi, traffic manager. Et c'est vrai que le côté, ce que tu dis, tu te prends au jeu, c'est-à-dire que tu as plein de métiers quand tu commences, quand tu es stagiaire, alternant ou même premier job, tu fais des trucs, tu n'arrives pas à le mesurer, tu n'arrives pas à quantifier, tu vois que tu n'as aucun impact parce que tu fais des trucs administratifs, honnêtement, si tu étais là, pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Traffic manager, si tu gères des canaux payants, si tu gères des campagnes marketing, etc., c'est-à-dire que la moindre erreur, ça se paye cash. Donc ça, c'est le côté négatif, et moi, c'est comme ça qu'on apprend. Mais à l'inverse, effectivement, le moindre hack que tu arrives à trouver, astuce, etc., ça te fait un effet x2, x5, et donc c'est hyper valorisant, je trouve, parce que tu es un peu skin in the game très jeune, quoi. Donc c'est hyper... Et puis c'est très formateur. Complètement, ouais. Complètement. Tout de suite, tu as été sur du multicanal ? Oui,
Oui, chez Vente Unique, multicanal, il y avait beaucoup de comparateurs de prix à l'époque. Je faisais les ventes sur les places de marché, donc Cdiscount, eBay, Price Minister, du SIA. Je faisais pas de SEO à l'époque, donc c'était vraiment multicanal mais paid, et je faisais pas de newsletter non plus, CRM. Mais puis t'as une pression du chiffre. Totalement. C'est ça tout de suite, quoi. Ouais, des budgets. En fait, je trouve qu'aussi c'est une manière de gérer, effectivement, d'être impactant en gérant des gros budgets très très vite. C'est ultra responsabilisant et c'est une très bonne école de rigueur, de créativité aussi. On se rappelle tous de notre première grosse erreur. Moi, je pourrais la raconter après si tu veux, mais est-ce que toi, tu as en tête une erreur comme ça? J'en ai une en tête. C'était plutôt chez Mister Auto. Chez Vente Unique, j'ai pas d'erreur en tête, mais chez Mister Auto, donc à l'époque, on avait un tool pour gérer le bidding des enchères. C'était déjà assez innovant pour l'époque. Hein. Je pense que ça remonte à 2014. C'était un outil interne ? Non, c'était Marine Software. Ah oui, Marine, j'ai bien connu. Tout l'externe. Ouais. Et moi, je mettais beaucoup... en fait, on utilisait beaucoup des bid cap, soit d'ailleurs des bids minimum, ou des enchères minimum, ou des enchères maximales. Et il y a un jour, je me suis trompée. La virgule n'a pas pris. Donc, je voulais mettre un bid cap sur une campagne pas très performante à 1,30 €. Ce qui, à l'époque, était un clic déjà un peu cher. Et en fait, j'ai mis 13 € à la place. Heureusement, je m'en suis rendu compte dès le lendemain, mais clairement, on avait déjà cramé quelques milliers d'euros. Quand tu arrives le lendemain, tu as des on corrige direct. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est dans un sens comme dans l'autre. Quand ça marche, on a la réponse aussi directe le lendemain. Donc, ça arrive. Pas si souvent, mais puis après, on apprend à mettre des garde-fous aussi, ou des alertes automatiques, etc. Mais ouais, je me souviens bien de celle-là. C'est formateur, quoi. Et puis, tu vois, moi, j'ai partagé la mienne. Alors, moi, je me rappelle, j'avais lancé des campagnes pour Direct Assurance, je le dis, parce qu'il y a prescription maintenant, et sur du multi-levier, notamment sur Twitter, je me rappelle, qui était une plateforme que je découvrais. Et j'avais un budget, je crois, sur plusieurs semaines sur Twitter. Et ça, je l'avais lancé le vendredi après-midi, donc chose évidemment qu'il ne faut pas faire. Et ça diffusait pas, et je ne comprenais pas. Donc j'avais mis diffusion accélérée. À l'époque, c'était un settings qui existait. Et en fait, ça m'avait cramé le budget d'un mois en un jour, quoi. C'est-à-dire que le samedi midi, il n'y avait plus de budget, quoi. Et je me rappelle, je vois ça le samedi matin, donc j'essaie de contacter le support. Et évidemment, il n'y a pas de support le samedi matin, quoi. Il y a que... et bon, j'ai passé un mauvais week-end, quoi. Et le début de semaine était dur, mais bon, voilà, je me rappelle. Et maintenant, je n'appuie jamais sur cette coche maintenant. Diffusion accélérée, ça n'existe pas. Oui, et puis vaut jamais mieux ne pas vendredi. diffuser que diffusion accélérée. Oui. Ok, bon, ça c'est... En tout cas, voilà, on a tous ça en nous. Et donc, effectivement, ça me permet d'embrayer. Donc, Mister Auto. Est-ce que tu me parlais un peu? Donc, ça fait 5 ans chez Mister Auto. Tu as géré toute l'acquisition, c'est ça? Alors, j'ai commencé sur le marché français. Alors, Mister Auto, c'est un acteur qui était très, très search-driven. On est sur le marché de la pièce auto en ligne, donc vraiment un produit de besoin, donc qui est très requêté. Donc SIA sur la France, et puis petit à petit j'ai repris des pays, les Nordiques, notamment la Belgique, les DOM, etc., l'Espagne et l'Italie ensuite, et puis j'ai évolué en fait en interne au sein du service de marketing. Donc ensuite j'ai fait du CRM, ensuite j'étais en charge de la vente du catalogue sur les marketplaces, donc eBay, Amazon, puis des marketplaces spécialisés dont personne ne connaîtra le nom. Mais donc là, c'était très formateur parce que responsable d'une business unit, donc en fait des pricing à la gestion de la livraison, à la gestion de la satisfaction client. Et c'était un petit business dans le gros business, mais en même temps, on en attendait un business peu mature, donc on en attend une très forte croissance. Et aussi les marketplaces de l'époque, notamment qui étaient très utile pour pénétrer les marchés allemands et UK qui étaient plus matures et puis qui étaient moins des marchés historiques pour Mister Auto qui est français. Les marketplaces étaient plus exigeantes que notre niveau de service standard, donc en termes de délai de livraison, en termes de satisfaction client, etc. Donc en fait, ça nous permettait de level up par le bas, enfin par les contraintes imposées par les marketplaces, d'augmenter les standards Mister Auto. Donc voilà, c'était super intéressant. Et après, je suis revenue au search en prenant le pilotage de toute la plateforme. Donc on était présent dans une vingtaine de pays, plus européens, plus le Brésil. Voilà, donc j'ai pas mal bougé. Et ces évolutions transverses m'ont permis aussi d'atterrir ensuite chez Wikasa, je pense, parce que d'avoir vu plusieurs métiers, c'est super formateur et c'est plus facile de manager ensuite des experts. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, dans ton parcours, tu n'as pas fait d'agence. Parce qu'on dit souvent, l'agence, c'est un peu faut commencer comme ça, tu vois plein de trucs, etc. Mais en fait, tu as aussi l'autre approche, c'est-à-dire de commencer par des boîtes en hyper-croissance, entre guillemets, qui build chaque année, etc. Et donc, ça permet à des profils comme toi
chaque année ou tous les 2 ans, grosso modo, de découvrir un nouveau poste, ou en tout cas d'augmenter, et ce qui fait qu'au bout de 3 ans, 5 ans, bah, tu es performé. Moi, ce que je retiens, il y a un point qui est intéressant, je ne sais pas si tu as fait la remarque, mais sur le marketing, historiquement, quand tu fais de l'école de marketing, alors moi, j'en ai pas fait, mais ce que je comprends, c'est qu'on t'apprend les fameux 4P du marketing, promotion, produit, pricing, etc. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que la fonction de marketing, elle s'est rétrécie vraiment à la partie promotion. C'est-à-dire que tel que le CMO est vu dans une boîte, c'est la personne qui va gérer les campagnes digitales et puis offline, entre guillemets, qui intervient beaucoup moins sur le pricing qu'avant, qui intervient beaucoup moins sur le produit, parce que maintenant, tu as une division produit dans beaucoup de boîtes, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Et toi, dans ton parcours, ce qui est intéressant, dans ce que tu dis dans Mister Auto, c'est que grâce à la partie marketplace, tu as fait un peu de pricing. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as pu voir quand même des éléments de la stack d'un CMO, entre guillemets, que tu ne vois pas, a priori, normalement, que tu ne devrais pas voir, ou beaucoup moins. Ce qui a permis, effectivement, d'avoir un parcours assez complet. Donc, quand tu arrives, par exemple, chez Ukasa, tu as une bonne vue un peu globale, finalement, de tous les enjeux, à la fois du product, à la fois du pricing, à la fois de la promotion, pour investir ce rôle. Complètement. Et d'ailleurs, c'était une des choses qui m'avait surprise en arrivant chez Wikasa, c'est que la partie offre, donc tout ce qui va concerner le marketing de l'offre, product marketing, était très peu travaillé. Il n'y avait pas possibilité, par exemple, de changer. Il n'y avait pas de tool pour changer les prix des services. C'était quelque chose qui était assez peu travaillé. Pareil sur le catalogue, en fait, l'offre était assez statique, finalement, évoluait très peu. Et donc ça, c'est des sujets, tout de suite, je me suis dit, mais il y a un levier de croissance à explorer là-dessus. En plus, évidemment, des stratégies d'acquisition. Mais donc, oui, ça permet d'avoir une vue un peu plus 360 sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi les marketeurs, on a délaissé ce champ-là. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas assez sexy, tu vois, dans l'imaginaire. Et quand on se voit marketeur, on se voit futur Mark Zuckerberg. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un tropisme, il y a un imaginaire tech qui est très présent dans les profils CMO. Moi, le premier, alors je ne suis pas CMO, mais en tout cas, on a cette fibre-là. Et puis le côté un peu besogneux du pricing qui est peut-être un peu moins sexy, on dit ça, c'est pas mon rôle, c'est la direction, c'est le CFO, c'est la direction commerciale qui doit gérer ça. Alors que finalement, quand même une stratégie de pricing, ça peut générer beaucoup de valeur, quoi. C'est-à-dire le fait, on le voit, je pense, dans la partie B2B, dans la partie SaaS, où ils sont très bons sur le pricing, etc. Ça peut te faire augmenter un taux de conversion, un taux de closing assez facilement, quoi. Complètement, et puis même une LTV et tout, c'est des sujets qu'on a travaillé. Et je pense qu'en France aujourd'hui, en fait, tout le sujet du product marketing a un peu été abandonné, ou n'a pas en tout cas effectivement l'éclat qu'il mérite. En fait, je pense que c'est plus facile de justifier un ROI sur une personne qui gère un canal paid ou même SEO ou CRM, etc. On voit bien ce qui rentre, ce qui sort, et donc de staffer sur ces pôles-là. Le product marketing, ça va être en fait à la fois, c'est un peu comme le product management, en fait, ça va être des gains en conversion LTV, etc. Mais ça prend un peu plus de temps, faut accorder de la bande passante tech, et c'est plus difficile de justifier un ROI immédiat, donc c'est un peu moins naturel, je pense, de staffer sur ces besoins-là, mais pour moi, c'est crucial. C'est crucial parce que du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que derrière, il se passe la situation actuelle où, globalement, alors il ne faut pas généraliser évidemment, mais globalement, la fonction de CMO, elle est moins valorisée, je trouve, qu'auparavant. Moi, j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps sur la réclame en disant les CMO sont en voie de disparition. Alors, le titre, il est un peu provoque, mais au-delà de ça, c'est que derrière, il y a des chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, alors j'ai plus tout en tête les chiffres, mais par exemple, il y a dans les boîtes du S&P 500, tu as un tiers des boîtes par exemple, qui n'ont plus de CMO. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de marketing, mais c'est-à-dire que la fonction en elle-même, elle est incarnée par d'autres personnes ou d'autres métiers, du growth, tu vois, du product, du commercial qui incarne ça. Et je trouve que ça veut quand même dire quelque chose. C'est un signal faible qui veut quand même dire que en fait, ta fonction CMO, le marketing à la fois, il est partagé par toute la boîte, donc ça c'est un succès, mais que ta fonction de CMO, en tout cas, elle est de moins en moins incarnée par une personne. Et ça, moi, ça me gêne parce que c'est-à-dire que le risque, c'est que derrière, le CMO ou la CMO soit considérée comme un pouce-bouton, enfin j'exagère, ou un exécutant, entre guillemets. Alors que la fonction, toi tu fais du gros, c'est pas tout à fait CMO, mais c'est quand même, dans ton parcours, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à apporter que juste exécuter des campagnes sur Google Ads, quoi, ou faire du social ads, etc. Donc voilà, moi je trouve qu'on a un peu scié la branche sur laquelle on était, et c'est assez dommageable. Il y a un autre point que tu as mentionné aussi sur ton parcours, Mister Auto, qui est aussi ce que tu as aussi connu chez Wikasa, c'est la partie internationalisation. Donc, tu disais sur Mister Auto, c'est 20 pays, hein, c'est ça que tu disais. Wikasa, c'est un peu moins, mais c'est quand même, tu as quand même participé à l'ouverture des pays. Comment on ouvre un pays?
C'est quoi un peu est-ce qu'il y a un playbook Est-ce qu'il y a un d'ouverture de playbook pays? Est-ce que tu as eu des cas différents? Ouais. Donc on a eu l'ouverture du UK en 2021 et puis l'Allemagne et l'Autriche plus récemment en 2025. Donc ça, c'est chez Wikasa Ça, où tu c'est arrives chez en Wikasa. 2020? Ouais. Le playbook. Alors déjà, on est une marketplace de services. Donc pour pouvoir vendre, il nous faut de la supply. Donc quand je dis supply, c'est vraiment la partie, c'est les professionnels de la marketplace. Donc ça va être la première chose. Enfin la première. Il y a plein d'autres choses. Même, je devrais commencer par déjà l'étude des pays à lancer. Enfin, quel pays on souhaite lancer. Et donc là, c'est gros benchmark, grosse étude. Moi, je l'avais faite pour l'Allemagne et l'Autriche. Regarder quels peuvent être les coûts d'acquisition dans les pays et les LTV attendus, donc les prix. Évidemment que le prix... moi, j'ai du mal à dissocier le prix de la fonction marketing parce que ça a un impact direct sur la LTV et donc sur l'équation LTV sur CAC, qui est quand même, pour moi, une métrique clé en market, ou en grosse en tout cas. Et donc voilà, donc tout ce qui va être étude de lancement, choix des pays, contraintes légales, etc. Ensuite... je dirais qu'il y a effectivement aller recruter de la supply. Donc moi, dans mon service, on est à la fois... En fait, je vais avoir plusieurs pôles, mais il y a un pôle dont la mission, la fonction, c'est de faire de la lead gen pour les sales, pour recruter les pros. Donc, on a la chance d'avoir dans le même service les deux parties, recrutement des pros et recrutement des clients, ce qui nous permet d'être super agile sur les localités. Et donc, quand on dit ouvrir un pays, en fait, c'est un peu un abus de langage. On commence toujours par une ville ou un jeu de villes. Mais on est sur du service à domicile. Les pros, ils ne peuvent pas faire 50 km pour faire une prestation. Donc, on va être sur un enjeu très, très local. Et donc, on va utiliser en fait des canaux très locaux. Typiquement... le SIM, Meta, les job boards pour le recrutement des pros, c'est des canaux qui fonctionnent bien en ultra local et qui nous permettent de débloquer les premiers leads, d'apporter des rendez-vous dans les agendas des sales et de valider les premiers pros. Et ensuite, tout l'enjeu, en fait, c'est de brancher l'acquisition customer au bon moment. Donc, quand on commence à avoir des pros validés, pour les activer vite, parce que si on ne leur apporte pas du business, ils n'ont aucun intérêt à rester, sachant que l'inscription est totalement gratuite, donc en fait, ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. Et donc là, ça peut se faire un peu en deux temps. Je dirais, quand on commence à avoir quelques pros, on va brancher le SIA, qui est quand même un canal très, très direct, response, et très local, comme je le disais. Et puis, quand la mayonnaise commence à prendre, on va pouvoir brancher des canaux complémentaires, notamment les social ads. Ça va être un peu le playbook. Et à la fin, l'idée, une obsession qu'on a, c'est de se dire que chaque nouveau pays ou chaque nouvelle zone doit performer plus rapidement que le premier marché. Parce qu'en fait, tu as appris et tu vas capitaliser sur... Exactement. Et le produit s'est amélioré, les process sont meilleurs et on a plus de moyens. Donc et dans la vraie vie, ça se passe comme ça ou pas alors? Dans la vraie vie, ça s'est passé comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Et moi, ce que je me dis, c'est que vous êtes un business quand même qui est très lié à la réglementation. Et le marché français, pour ça, c'est un super support, en tout cas un terrain de jeu pour vous, parce que y a des chèques emploi-service, il y a toute une architecture réglementaire et liée à l'impôt qui fait que c'est intéressant de passer par un service comme le vôtre. Tu as peut-être pas la même chose dans les pays que vous avez ouverts. Ça, j'imagine que c'est un point d'attention hyper important avant de se lancer sur un territoire. Ouais, sur la réglementation, je dirais qu'il y a deux, trois choses. Il y a effectivement l'absence ou la présence de crédit d'impôt. En Allemagne, d'ailleurs, il y a un crédit d'impôt de 20%, mais qui est très peu connu, en fait, très peu marketé. Il y a deuxièmement, quand même, une des spécificités de notre marketplace, c'est de travailler avec des auto-entrepreneurs. Donc, c'est la possibilité de travailler avec des auto-entrepreneurs sans se mettre en risque de requalification. Et puis après, il y a les petites déclinaisons locales qui vont plus concerner tout ce qui est CGU, Terms and Conditions, tout ce qui est sensibilité opt-in, RGPD, etc. Mais oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais l'appréciation du risque légal, on l'avait confié à un cabinet d'avocats avant le choix des pays à lancer. Effectivement, c'est un point qui est hyper important et qui peut diriger le choix vers un pays plutôt qu'un autre, parce que si on se met en risque légal, c'est quand même le premier risque avant le fail business. Donc c'est hyper important d'être d'accord à ce niveau-là. Et dans une stratégie de conquête, ça a toujours été une question que j'ai en tête, c'est qu'est-ce qui fait qu'un acteur qui ne vous connaît pas, enfin un consommateur qui ne vous connaît pas, ira chez vous? Est-ce que c'est via l'UX, entre guillemets, en disant un peu comme les boîtes qu'on a vues en 2010, 2015, qui révolutionnent le parcours de l'assurance, le parcours de
du médical, et puis vous aviez un peu une promesse un peu équivalente, hein, où c'était hyper simple, c'est une application, hop, vous pouvez réserver, machin. Ou est-ce que c'est via le pricing? Parce que c'est, en tout cas sur le marché français, moi j'ai testé différents services où vous étiez bien positionné en termes de pricing. Est-ce que c'est le fait de pouvoir, là, il y avait aussi une très grande fluidité de pouvoir annuler une réservation ou la déplacer quasiment du jour au lendemain, etc. C'est par quel bout que vous arrivez à gagner des parts de marché? Ouais, je pense en fait, ça revient à demander en fait quelles sont les forces de Wikasa, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence. Voilà, pourquoi je Ouais. changerais si je suis chez la concurrence, pourquoi j'irais chez vous, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, ça reste, c'est la marque en fait. Déjà, la marque typiquement, que tu sois en Allemagne, en France, on a la même mission. Et ensuite, le reste, c'est juste une déclinaison de la mission. On a cette même promesse de redonner du temps. Et redonner du temps, c'est pas via un service qui est super compliqué, où il faut se déplacer en agence, où on risque de trouver que des personnes qui vont travailler au noir, etc. Donc, toute cette promesse, en fait, elle est complètement universelle. Donc, elle s'applique très bien à l'international, d'ailleurs, pour reparler de l'inter. Et c'est quelque chose qui a été investi très tôt. Le positionnement et le côté marketplace responsable, c'est quelque chose qui est dans les gènes de Wikasa depuis le début. Et après, les déclinaisons, tone of voice, logo, identité visuelle, etc., évidemment, peuvent mûrir avec le temps. Mais globalement, mission, valeurs sont quasiment inchangées depuis le début. Ensuite, il y a deux autres éléments. Donc après la marque, je dirais qu'effectivement, il y a ce triangle vertueux du prix. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence de Wikasa? C'est qu'on est capable de proposer un tarif intéressant aux clients finaux. Donc là, le ménage régulier, c'est 14,45 de l'heure après crédit d'impôt, donc c'est quand même assez compétitif. En même temps, on arrive à très bien payer les professionnels du réseau, donc ils sont en moyenne à 21 € brut de l'heure, donc ce qui est une très bonne rémunération pour des aides ménagères. Et à la fin, parce que c'est quand même la beauté de l'équation, Wikasa arrive à générer des LTV intéressantes pour les clients et donc à investir pour justement répondre à cette stratégie de conquête. Donc tu as l'équation économique vertueuse au niveau des prix, qui est très importante, et qui va faire qu'un client nous choisit nous plutôt qu'un autre, et qu'un pro nous choisit nous plutôt qu'un autre, parce que c'est important des deux côtés. Et après, tu en as un peu parlé sur le produit. Moi, je dirais qu'il y a deux pans hyper importants. Le premier, ça va être celui auquel tout le monde pense. C'est ce que tu as dit, c'est réserver en 2 minutes de manière hyper intuitive, annuler si tu as besoin, décaler, communiquer avec ton pro, échanger dans la messagerie, etc. Ça, c'est super simple. On te file toutes les infos à la fin de l'année pour ton crédit d'impôt, tout ça. C'est vraiment... Et ça, tu es connecté à ton pro, quoi. Tu passes pas Totalement. par un tiers qui doit rappeler ensuite l'aide ménagère, etc. Ouais, c'est vraiment seamless. Et tu... C'est pas de paperasse, pas de contrat, enfin tout ce que l'emploi en direct en fait n'est pas. Finalement, c'est ce que Wikasa va tacler pour toi. Et il y a la partie, j'ai envie de dire, cachée, immergée de l'iceberg. C'est en fait c'est le produit Wikasa qui c'est cet algorithme hyper puissant de matching entre la demande et la supply. Donc à chaque réservation, on va avoir un algorithme qui tourne, qu'on appelle autopilote en interne, et qui va être capable d'envoyer les propositions de mission au bon pro, au bon moment, d'optimiser les temps de trajet des professionnels parce qu'on sait que ça va impacter leur satisfaction et s'ils sont plus satisfaits, ils vont délivrer un meilleur service et le client sera plus content in fine, il restera chez Wikasa, d'impacter voilà, la qualité, le temps de trajet, le délai aussi dans lequel on va trouver un professionnel pour toi. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment une troisième raison de choisir Wikasa finalement, c'est le côté... en fait, on a digitalisé un service qui était extrêmement poussiéreux et ça se ressent quand tu utilises le service, enfin, ça se voit quoi. Et des deux côtés, côté pro, côté customer. Donc, c'est vraiment Moi, il y a deux choses que j'aime bien dans ce que tu dis. C'est deux éléments qu'on oublie quand on fait de l'acquisition, parce que souvent on résume le growth à de l'acquisition, ce qui est un abus de langage, hein, c'est pas que de l'acquisition. Et c'est justement les deux mots que tu mentionnes, c'est à la fois la partie marque, tu en as parlé un peu, et c'est vrai que Wikasa... moi j'ai vu ça de l'extérieur, donc je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il y a tout de suite un effort porté vraiment sur l'image de marque, le branding, des assets autour effectivement qui fait que c'est quelque chose, tout de suite la marque est identifiable, la mission est identifiable, et je pense que c'est un asset qui a dû t'aider dans tes stratégies d'acquisition, de collecte, de recrutement, etc. Et tu nous diras comment peut-être que ça t'a aidé. Et le deuxième point, ce que j'aime bien, c'est que tu parles de LTV.
Et ça, on l'oublie beaucoup, quoi. Moi, j'ai fait beaucoup d'acquisitions. C'est vrai que des fois, on est un peu comme ça avec des œillères. On veut recruter des nouveaux clients et puis on regarde pas trop si ces nouveaux clients ils restent 1 mois, 10 mois ou 10 ans, quoi. On se dit, ça, c'est le problème du commercial ou du CSM ou de la finance, mais moi, c'est pas ça mon job. Et toi, c'est quand même un truc que tu as cité 3-4 fois là, parce que du coup, j'imagine que je sais pas si c'était ton KPI numéro 1, mais en tout cas, c'est peut-être l'un des marqueurs que tu suivais le plus. Ouais, complètement. Alors, pour te répondre sur la marque, déjà d'avoir une marque forte avec une mission claire, ça nous aide dans toutes les déclinaisons. Si tu fais une ads et que ta marque elle est crédible sur un sujet donné, ça t'ouvre un champ des possibles assez incroyable en termes de prise de parole, de prise de position. On a longtemps surfé par exemple sur le positionnement anti-charge mentale. En fait, tu peux te raccrocher et d'autres marques ont pu le faire et ne vendent pas du tout des services à domicile, mais tu es complètement légitime à le faire parce que ça fait partie de tes territoires d'expression. Donc typiquement en ads, mais même on est allé jusqu'à brander des ads SIA ou des métadescriptions SEO. Enfin, tu peux l'infuser partout et ça doit être infusé partout, que ce soit en grosse, mais même au CX ou chez les sales ou dans leur discours, etc. Donc c'est quelque chose qui est ultra transverse. Ça, faut le dire au top management. La communication, la marque, ça aide la performance. Voilà, c'est pas en opposition, ça aide vraiment. C'est la meilleure façon de faire baisser les coûts d'acquisition, honnêtement, c'est d'avoir une marque très forte, quoi. Oui. Ça aide vachement, quoi. Donc, Ils sont convaincus. Mais chez toi, mais honnêtement, c'est pas le discours dominant dans le marché, quoi. C'est vrai. Et ensuite, alors du coup, j'ai perdu ton deuxième point. Oui, LTV. Ouais, LTV. Ouais, en fait, pourquoi la LTV, ça m'intéresse autant c'est assez simple. C'est assez simple. Je vais peut-être repartir de 2022, fin 2021, début 2022. On a quand même une contraction des capitaux sur le marché. Nous, Wikaza, c'est une boîte qui est sous levée de fonds. Donc, mi-2022, on commence à se dire, on n'est pas sûr de pouvoir relever des fonds un jour. Finalement, on a relevé en 2024 un beau montant. Donc, c'est derrière nous. Mais à ce moment-là, le management se dit, il faut qu'on soit capable de construire un business qui peut vivre en tant que tel. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un business rentable. Et à partir du moment où on se dit, OK, la rentabilité, c'est plus important, enfin, c'est le goal ultime versus l'acquisition de nouveaux clients, qui est presque une vanity métrique, finalement. Eh bien, en fait, ça remet un petit peu l'église au milieu du village et ça permet de se dire, OK, mais en fait, quels sont, par vertical, on a beaucoup de verticales travaillées, coiffure, beauté, massage ménage régulier ou ménage ponctuel, garde d'enfants. Donc par vertical, on va définir les LTV des clients qui sont entrés par une verticale donnée. Et ça nous permet en fait de replacer le bon niveau de coût d'acquisition. C'est ça, tu peux augmenter tes coûts d'acquisition parce que tu sais que tu vas le garder X mois et générer un revenu incrémental intéressant. Exactement. Et à l'inverse, baisser potentiellement les budgets et les CAC attendus. Est-ce que ça s'est fait naturellement ce changement, ce chiffre ? Parce que moi je l'ai connu dans ma précédente expérience où ça s'est fait quand même. Ça s'est fait à la fois naturellement côté top management, mais pas côté opérationnel où on voyait bien que eux ils avaient des PNL à gérer à l'année. Donc la lifetime value, tu vois, quand tu gères un PNL à l'année, ton cycle de vie client, tu t'en fiches un peu parce que le revenu de 3 ans, 3 ans c'est le long terme et comme dirait l'autre, à long terme on est tous morts. Donc, est-ce que ça s'est fait de façon très intuitive et nativement ou est-ce qu'il a fallu tordre des bras, etc. pour faire avancer ce sujet ? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, je pense que j'étais la première quand on a fait toutes nos analyses et tout à l'époque, à dire ok, non mais là en fait... On dépense trop sur telle verticale et pas assez sur telle autre. Donc, naturellement, dans ma tête, oui, parce que c'était backé par de la data, donc facile. Au niveau de l'entreprise, c'était un gros shift parce qu'en fait, à l'époque, on était à peu près 3/4 wellness, donc les verticales du bien-être, 1/4 ménage. Et donc, en fait, à ce moment-là, on est un peu devenu une boîte de ménage. Et chose qu'on n'est plus maintenant. Enfin, on assume vraiment le multiservice. On a réussi à rendre saine l'équation à peu près sur toutes les verticales. Mais oui, en interne, ça a créé quand même... Il y a des personnes qui avaient l'impression de ne pas avoir signé pour ça, en fait. Qui rejoignaient pas Wikaza pour la verticale ménage. Moi, je suis assez confessionnelle, en fait, sur le service vendu. C'est un peu terrible, mais j'ai vendu du canapé, de la pièce auto, du ménage. Voilà. Donc, c'est pas tellement ça qui va m'attirer. Du moment qu'on a un terrain de jeu suffisant ensuite en acquise, en prix, en produits, etc. Donc, pour moi, en tout cas, c'était assez facile à opérer. Et comme les budgets d'acquisition étaient chez moi, ça s'est fait facilement. Bah ouais, tu vois rien, t'as pas de arbitre. Aujourd'hui, c'est combien de clients Wikaza France, par exemple ?
Je vais pas communiquer sur le chiffre officiel, mais c'est des centaines de milliers de clients. Voilà. Okay. Et avec une lifetime value, est-ce que quand tu reçois un client, tu sais à peu près combien de temps il va rester, par exemple, sur la partie end manager? Oui, alors on suit le churn de très très près. Ouais. Donc tu as les cohortes, tu as 1 mois, 2 mois, etc. On en perd évidemment. Mais à la fin, en fait, ce qu'on est capable de faire, que je trouve qui est intéressant, qu'on a mis en place dès 2022 d'ailleurs, parce que moi, quand on s'est dit on se met en mode rentable, je voulais du coup avoir une métrique clé que je n'avais pas jusque-là. C'était du ROAS prédictif dans les plateformes, dans Meta et Google notamment. Et donc pour ce faire, je voulais renvoyer, non pas, quand on renvoyait une commande, je voulais pas renvoyer la valeur de la commande, ça m'était un peu égal de savoir combien valait la première commande, mais je voulais renvoyer la predicted LTV, la LTV à 12 mois prédite. Okay. Et donc ça, on a mis en place avec le service data, franchement c'est un truc assez simple, mais une petite prédiction de la LTV, et c'est fonction de quelques facteurs. Donc la verticale d'entrée, j'en ai parlé, le pays, suivant le pays, c'est pas les mêmes facteurs, et ensuite c'est un coefficient qui va être modulé suivant le montant. Le montant de la première commande a quand même un impact, mais c'est pas le premier impact. Et donc ça nous a permis de piloter au ROAS en mode là où ROAS égale predicted LTV à 12 mois sur coût. Donc voilà un petit peu ma réponse. Est-ce que tu as des critères très discriminants entre une même commande? C'est-à-dire, moi par exemple, quand j'étais chez Meurto, il y avait la localité qui était un critère vraiment très discriminant sur la lifetime value. Il y en avait un autre, c'était le device de conversion, ce qui paraît un peu contre-intuitif, parce que tu dis il faut une conversion dans les deux cas, mais des personnes mobiles, derrière on savait que la valeur de conversion était beaucoup moins importante que sur desktop. Et j'imagine parce que quand tu fais un crédit IMO, tu vas te mettre sur ton PC parce que c'est un gros truc évidemment, alors que si tu fais sur mobile, ça va être plutôt pour de l'assurance, comme ça un peu la va-vite, etc. Est-ce que tu as comme ça des éléments très différenciants, peut-être la taille du ménage, peut-être je sais pas le device joue un petit peu, mais franchement à la marge. Les utilisateurs iOS valent un peu plus. Après toi c'est beaucoup mobile, j'imagine en plus. De toute façon on est beaucoup mobile. Après on est web et app, donc t'as les deux plateformes, mais honnêtement les écarts sont pas énormes, donc c'est pas ce qu'on va regarder dans la prédiction. Ok. Peut-être l'âge. Je me dis sur l'aide ménagère. Bon, moi j'utilise ce service, donc je suis pas la cible, j'imagine, mais c'est plutôt les. Enfin, vas-y, je te laisse. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça, j'ai pas encore de réponse. Parce que comme je disais, le montant de la première commande impacte la LTV future du client. Et est-ce que l'âge, c'est une cause ou une conséquence? Ça, je sais pas encore. Parce que oui, en fonction de l'âge des clients, ils ne rapportent pas du tout la même chose. Les plus jeunes rapportent vraiment pas grand-chose, et typiquement on peut se dire qu'on a coupé l'acquisition sur les moins de 25 ans. Ils ont des appartements plus petits aussi, donc voilà. du coup mais du coup c'est une conséquence en fait ils sont jeunes, donc ont des petits appartes, donc vont prendre 2 heures de ménage une fois, et donc leur LTV est faible. Donc est-ce que ce sera déterminé. Et l'âge, c'est pas une information, en fait c'est une information qu'on a a posteriori, qu'on va quand on va enrichir finalement la base client, mais c'est pas quelque chose qu'on demande au moment du passage. Tu dois avoir un truc, moi je pense, c'est le premier enfant. C'est-à-dire que moi je suis typiquement la cible, c'est dès que j'ai ma fille, l'aide d'une aide ménagère, c'était incontournable. Et je pense que je ne dois pas être le seul dans mon cas, donc peut-être que c'est un shift chez vous qui doit être important. C'est un trigger. En fait, oui, ça ne va pas forcément impacter sur... Enfin, je ne sais pas si ça impacte sur la LTV ou non, mais en tout cas, c'est un déclencheur d'achat. Et plus généralement, la sensation de se sentir débordé dans sa semaine, c'est un déclencheur d'achat. Et souvent, qui dit enfant dit débordement. Ce qui est intéressant dans ces discussions, c'est là où je veux en venir, c'est que les plateformes publicitaires nous promettent effectivement de la prédiction algorithmique en disant le ciblage, c'est notre côté, l'essai, on va faire, etc. Mais je trouve quand même quand tu fais du marketing, il y a quand même des inputs que tu dois pouvoir identifier et amener toi-même. Ne serait-ce au moins pour le démarrage des campagnes, pour dire voici mon ICP ou là où je pense que j'ai plus à gagner. Et cette discussion, on l'a fait en 5 minutes, évidemment. C'est un travail beaucoup plus important que tu as fait et qui vont fait, mais c'est typiquement ce sur quoi, des fois, je trouve, on a tendance à déléguer beaucoup trop à l'algorithme. Tu vois, en disant il y a un algorithme qui va le faire mieux que moi. En fait, non, je pense qu'il y a plein d'inputs que la boîte, dans son ensemble, peut amener à ces plateformes-là. Oui, non, mais j'aime beaucoup les algos GADS ou Meta, mais encore faut-il bien les nourrir au départ et savoir ce qui compte.
Et typiquement, quand on a lancé l'Allemagne, clairement, on n'a pas laissé Meta choisir les audiences qu'il allait cibler. Enfin, évidemment, on est reparti du persona type français et on l'a à peine modulé et en se disant, OK, c'est là-dessus, on n'a pas non plus des centaines de milliers d'euros de budget à dépenser donc, avant de faire nos preuves. Donc, il faut concentrer sur ce qui va avoir le plus d'efficacité et laisser trop de marge aux algos. C'est aussi, en fait, c'est un coût au démarrage qui est beaucoup plus grand parce qu'il va se perdre. C'est ça, il y a un coût d'apprentissage. Exactement. Ouais, et puis cet apprentissage, en plus, je trouve que c'est un coût interne parce que si tu fais pas tout de suite la preuve du succès, tu peux désengager une partie de personnes dont tu as besoin pour lancer le truc, quoi. Complètement. Et donc, ça vraiment, c'est vrai. Sur les démarrages, je pense qu'il faut être hyper touchy. Moi, j'en ai fait moins que toi, mais je vois bien qu'il faut être à 200%, carrément. Etc. Il faut embarquer tout le monde. Dès que t'en perds un, il faut le ramener. Donc, c'est hyper important de commencer dans de bonnes conditions. Ouais, juste sur le embarquer tout le monde, ça me rappelle, au démarrage de l'Allemagne et de l'Autriche, on avait des synchros quotidiennes au début avec les teams CX, Sales, Market pour s'updater de tout et n'importe quoi, des micro-signaux. Exactement. Où est-ce qu'on en est et puis après, c'est devenu bi-hebdo, puis hebdo, puis mensuel. Mais globalement, c'est en fait, si tu veux être rapide, il faut se synchroniser souvent. Parce que sinon, tu loupes trop d'infos et tu t'es repassé vite. Et puis tu mets moi, je le vois en interne chez Eskimo, quand on lance des projets, des offres, etc. Moi, j'ai ce système-là je mets des points, des récurrences tous les jours, alors très courtes, mais pour donner un tempo, donner une impulsion, un rythme, ça permet d'avoir des échéances assez courtes, etc. Et je trouve sur le démarrage, c'est plutôt sain. Alors, j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont une autre position, mais je trouve que c'est plutôt sain pour créer comme un vélo qui se lance, où tu mets le premier coup de pédale un peu dur. Et après, une fois que c'est lancé, comme tu dis, tu rallonges un peu les temps de synchro parce que tu as moins besoin de ça, mais au moins tu t'assures que sur le démarrage, tu sois vraiment dans le bon couloir de nage et pas que tu commences en biais tout de suite, quoi. Complètement. Puis au-delà de ça, t'as évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'est évident, l'aspect humain des gens qui vont travailler sur le projet. Certaines personnes, c'est 100% de leur focus. Ils sont en charge de recruter des pros en Allemagne. Et puis d'autres personnes, c'est 10% de leur temps parce qu'ils gèrent le global. Mais au moins, tout le monde se connaît, se parle et ensuite... et ça crée de l'importance autour du sujet qui va créer juste beaucoup d'émulation chez toutes les personnes qui vont y contribuer. Donc pour le côté humain, c'est hyper important. Ouais. Avant de commencer l'enregistrement, je t'ai demandé de nous partager tes 3 priorités pour 2026 que j'affiche ici. Je te propose qu'on les commente. La première, donc tu as marqué croissance globale forte. Ouais, au moins, ça mérite d'afficher ses ambitions. Effectivement, Wikaza, en fait, on a toujours été, depuis que j'ai rejoint, on a été en très forte croissance chaque année, donc ça reste une. C'est quoi, c'est une croissance à 2 chiffres, 3 chiffres? Ah oui, largement 2 chiffres, mais 2 bons chiffres. 2 gros chiffres. 2 gros chiffres. Maintenant, on est plutôt une scale-up, mais donc pour une start-up, avoir un rythme de croissance fort, c'est normal, et puis plus on grossit, plus c'est difficile, parce que la base à laquelle on se compare est évidemment de plus en plus grosse. Donc je dirais... En fait, vous avez la chance d'évoluer ici dans un marché qui grossit. Oui, je pense, totalement. Voilà. Ouais, notamment en France, je regardais les chiffres avant de venir, mais le marché du ménage à domicile a beaucoup grossi, notamment avec quand est sortie l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc le totalement. Fait, ça, c'est l'État qui avance effectivement ce que tu vas donner ensuite à. Exactement, plutôt que d'attendre ta prochaine déclaration, et puis ça paraît toujours un peu fictif où tu te dis que tu vas oublier, quoi. Donc là, oui, effectivement, c'est un marché qui grossit. Et donc croissance globale forte. La majorité du business aujourd'hui reste sur le marché français, même si je vais en parler en deuxième point, mais donc ça reste d'avoir des ambitions très fortes sur la France, évidemment. Et puis je peux peut-être parler du deuxième point parce que c'est un peu voilà. Je vais passer un peu vite. Donc accélération BU secondaire plus international. Voilà. Alors c'est quoi BU secondaire? Donc les BU secondaires, alors ça c'est mon jargon à moi. Fais-nous entrer dans ton jargon. Les business units secondaires, je dirais que c'est des verticales qu'on a besoin de dynamiser encore plus que le ménage France qui va être vraiment le marché historique qui est en très forte croissance. Mais on veut que ces business units pèsent plus dans le global. Et donc, pour qu'elles pèsent plus, il faut que leur rythme de croissance soit encore plus élevé. On va dire 1,5 fois ou 2 fois. Donc, c'est quoi, c'est la garde d'enfants, etc. Garde d'enfants et bien-être à domicile, okay. Exactement. Et puis l'inter, ça va être l'Allemagne et l'Autriche et le UK. On en a un peu parlé, mais c'est pareil. C'est des pays qui sont plus récents. C'est plus facile de croître sur une base qui est plus petite et sur une ancienneté qui est plus faible. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un rythme de croissance bien plus élevé sur ces pays-là pour qu'à la fin, dans le mix,
voilà, toutes ces BU secondaires, tous ces petits business, entre guillemets, qui sont déjà des gros business pour certains, mais tous ces petits business pèsent plus. Mais tout ça est géré depuis la France. Tout ça est géré depuis la France, totalement. Avec des natifs, peut-être des personnes qui parlent la langue, etc. Exactement. Ouais. Okay. Ça marche. Et le troisième enjeu, Marine, que tu as partagé, alors c'est l'alignement. Ouais, ça, j'adore ce mot parce que du coup, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Oui, on peut mettre tout. C'est vraiment. J'en perds mes moyens. Ouais, c'est langue de bois un peu. Ça me ressemble pas, mais pour du concret, c'est, je dirais. Tu vas t'en parler un peu en intro, mais ça va être alignement, brand et growth, évidemment. Mais aussi, plus largement, moi, je considère que le marketing, c'est un peu la couronne de transmission. Je viens du monde de la pièce auto, c'est pour ça que je dis ça, mais entre tous les métiers. Et donc, ça va être alignement marketing, sales, évidemment. On en parle tout le temps. Mais aussi marketing product, marketing finance, sur tous les sujets de pricing, de budget, etc. Marketing CX. Et donc, je pense que tu vois, c'est de plus en plus important à mesure que l'entreprise grossit de capitaliser là-dessus. Ouais. Comment alors ça c'est parce que du coup moi pourquoi je rigole sur ce mot parce que c'est un peu un tic de langage que tout le monde a en disant ah ouais je suis aligné avec toi et je sens bien que ça veut pas dire grand chose. Ouais. Comment c'est un peu comme la synergie, tu vois, c'est des mots clés magiques que tu te sens obligatoirement de citer. Comment ça s'opère l'alignement? Ouais. Et j'ai pas la réponse, donc c'est pour ça que je la pose, peut-être que tu l'as. Est-ce que ça doit venir du haut? Et en fait, c'est pas vraiment un alignement, c'est le patron, la patronne dit il faut faire ça, et puis ok, on fait ça, et voilà. Ça permet de désaligner les désaccords, on va dire. Ou est-ce que c'est avec ton homologue, tes homologues, effectivement, où vous mettez au moins d'accord sur le KPI commun, par exemple, que vous voulez suivre, et après ça se suit? Est-ce que c'est un truc qui se met au fur et à mesure, jour le jour? Alors, c'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi. Moi, je pense que... alors, en tout cas, pour parler de mon vécu, et peut-être que dans certaines boîtes, déjà, l'alignement sur la vision strat ou le budget n'est pas là. Donc, si déjà, il n'y a pas d'alignement sur le budget de boîte, par exemple, il y a quand même un gros problème. Mais disons, dans l'hypothèse où on a un alignement sur la vision strat, qui est quand même, à mon sens, impulsée et portée par le CEO, évidemment nourrie par toute la suite C-level, mais pour moi, tu as quand même vision strat, on va dire elle doit être un peu impulsée par le CEO. Enfin, pas qu'un peu, elle doit être impulsée par le CEO. Mais ensuite, l'alignement, ça va être vraiment... C'est entre guillemets assez facile d'être aligné sur la strat, ce qui est beaucoup plus difficile. Après, c'est vraiment ma vision personnelle. C'est d'être aligné dans l'exécution. Ok, on veut faire ce projet, on a décidé que c'était stratégique. Maintenant, comment on arrive concrètement à s'aligner au quotidien, tous les jours, pour développer et sortir ce projet? Et qu'est-ce que ça implique? Et qui doit faire quoi? Et qui est responsable de quoi? Enfin, tu vois, après, il y a plein de méthodes. Et moi, je suis pas trop une aficionados des méthodes de Rassi et compagnie. Mais à la fin, c'est dans l'exécution qu'on sait dire si on est aligné ou pas, à mon sens. Ouais. Alors, c'est un peu un vœu pieux. Moi, je suis DG chez Eskimo. C'est un métier que j'apprends parce que ça fait qu'1 an. Et avant, j'ai jamais été DG. Donc... alors ça reste dans ma sphère d'influence parce que ça reste du marketing, ça reste du search, mais c'est quand même un autre métier. Et donc je suis 100% confronté à ce que tu dis. Je sais pas si j'ai la bonne réponse, mais en tout cas moi ce que je vois, c'est que je trouve, en tout cas pour faire en sorte que tout le monde aille dans le bon sens, c'est déjà faire en sorte que tout le monde ait les mêmes objectifs. Donc, c'est ce que j'ai fait là en janvier. Oui. 100% des collaborateurs ont les mêmes objectifs et la prime est basée sur les mêmes objectifs. Oui, parce que ça évite d'être sur des stratégies personnelles. Et j'ai rien contre les stratégies personnelles, moi j'en fais aussi, enfin c'est normal, mais là au moins ça permet de dire on va tout dans le même sens. Et je pense que le deuxième sujet moi, que j'essaie de faire, c'est très lié au marketing, c'est un exercice de répétition. C'est-à-dire que quand tu es DG ou quand tu es VP Growth, etc., tu dis j'ai dit une fois, tout le monde le sait, non ça marche pas comme ça en fait, il faut le dire une fois, 2 fois, 10 fois, par différents moyens. Il y en a qui vont être réceptifs via un canal, d'autres par un autre, etc. Et donc, j'essaie d'avoir cet ascétisme, entre guillemets, pour, comme tu dis, porter la vision et plus que la porter, c'est-à-dire la distribuer, faire en sorte qu'elle soit assimilée et qu'elle devienne naturelle. Oui, alors ton premier point, 100% d'accord, j'aurais dû et j'aurais pu commencer par ça, mais clairement avoir
que tout le monde dans la boîte ait les mêmes objectifs, ça me paraît évident. Après, mais même sur les primes, tu vois ce que je veux dire, oui, bien sûr. Même dans la structure de rémunération, ça me paraît totalement ça évident. Jusque-là, je pense. Après, tu peux aussi, moi j'ai connu par le passé des primes indexées sur, je sais pas moi, la GMV globale, les bidas, etc. Et puis pour chaque service, avoir une prime spécifique au service. Tu peux. Mais un pourcentage entre guillemets. Un pourcentage, oui, voilà. Bien, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais oui, ça me paraît. C'est une évidence que c'est la meilleure manière, in fine, d'aligner les gens. Et par exemple, avec le service sales, pourquoi notre collab fonctionne hyper bien, c'est parce que on a les mêmes objectifs. On a un budget global, market plus sales, et on a des CPA pro à atteindre et un volume de pro à atteindre. Et on est ultra aligné tout le temps, parce qu'en fait, si on sait que tel développement tech va nous faire gagner X en productivité sales, on sait que ça va diminuer le CPA pro à la fin, et c'est bénéfique pour tout le monde. À l'inverse, si on sent que la pression elle est côté marketing, parce qu'on n'arrive plus à générer le volume de leads attendu, on va peut-être prioriser des sujets market côté tech. Mais clairement, oui, ça permet après, dans la roadmap, finalement d'exécuter de manière alignée et donc de prioriser les bons sujets. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, moi, avec les boîtes avec lesquelles je parle, et je pense que tu dois avoir la même chose, c'est qu'ils te disent « Ah, mon SEO parle pas avec mon SIA, ah, ma direction marketing parle pas avec ma direction com, ah, ma direction marketing parle pas avec mes sales et inversement. » Et parce qu'en fait, même si tu fusionnes, ça va pas mieux parler. Parce qu'ils ont chacun des PNL, des objectifs différents, et ils sont jugés par des métriques différentes. Alors que si tu dis, SEO aussi, en fait, votre objectif, c'est de générer le plus de leads, le plus de ventes sur le canal search, là, ça va être différent là déjà. Ils vont mettre le poids du corre en fonction de l'intérêt de la boîte. Pareil sur la partie sales, comme tu dis. Totalement. Après, au sein d'une équipe, si tu as un bon manager, c'est pas totalement. Pour moi, je trouve que c'est très facile d'aligner, mais t'as raison. En tout cas, j'ai jamais eu de sujet dans mon équipe, mais oui, t'as complètement raison. En tout cas, tu vas avoir des décisions qui peuvent être contre-intuitives ou contre-productives pour la boîte, qui peuvent être prises parce que ça correspond à un sous-objectif différent. Voilà. Ouais, totalement. Et juste pour rebondir sur ton deuxième point, de répéter, effectivement, tu as totalement raison, répéter. Et je pense que valoriser aussi en fait les initiatives individuelles ou groupées qui vont servir, tu vois, typiquement les plus petits business, c'est important aussi de leur donner de la voix et de la visibilité en interne. Parce qu'il y a moins de personnes qui travaillent dessus et c'est important de les valoriser même si le PNL de la boîte ne repose pas sur eux. Donc je pense que la question de la valorisation qui est intéressante aussi derrière quand tu parles de répéter, marteler, oui, ça c'est de la vision top-down, mais tu peux aussi typiquement nous dans des All-Ends, tu vas avoir des speakers qui peuvent être dans des équipes et qui vont présenter un projet qui a eu un impact fort sur leur périmètre. Et peu importe si ça touche pas à 50% du budget de la boîte. Ça, c'est assez vrai. Tu vois, moi, on a des points mensuels, etc. Et en fait, tous les projets, nouvelles offres qu'on lance, à chaque fois, je leur consacre de façon disproportionnelle du temps. Et donc, tout ce qu'on a... Par exemple, cette année, on a lancé... c'est une année de transformation pour plein de boîtes, dont nous. Donc, on a une BU Géo, on a une BU sur l'automatisation, on a une BU sur la Content Factory, on a une BU sur l'app, on a une app propriétaire, etc. Et ces 4 pôles qui sont, en termes de volume de people, qui sont minoritaires dans la boîte. En termes de CA, c'est minoritaire, mais c'est des pôles de croissance pour demain, etc. Et donc aujourd'hui, ils occupent une place, une visibilité qui est disproportionnelle par rapport à leur vrai poids réel. Mais je pense que c'est la meilleure façon pour qu'il y ait de l'adhésion, que ça y ait de la partage de connaissances, que eux, ça les motive, ça crée une dynamique, etc. Et je vois bien que alors ça marche. Moi, je me dis, c'est vrai qu'on allait plus loin et tout, parce que c'est normal, je suis comme ça, mais enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je suis comme ça. Et je vois bien que je pense que c'est la bonne façon de faire. Je suis complètement d'accord. Pour créer de l'adhésion, créer de. Mais je suis complètement d'accord. Et si on avait regardé le volume d'affaires généré par l'Allemagne en année de lancement, mais clairement, c'était tellement une goutte d'eau dans le global qu'il faut survaloriser. Mais c'est tellement plus difficile de lancer un business, une BU. C'est tellement plus difficile, c'est tellement plus d'efforts mais c'est les leviers de croissance futurs, c'est les relais de croissance. Donc c'est hyper important de valoriser ces initiatives. Je suis complètement d'accord. Alors sur le sujet de l'alignement, je vais ouvrir une grande porte. Je vais parler de l'IA, parce que l'IA, c'est un bon sujet d'alignement ou de désalignement. Évidemment, tu ne vas pas échapper à mes questions sur l'IA. Le constat que je fais, il est assez simple, et après je donnerai ton avis, c'est que moi je trouve que c'est... Alors déjà, moi, à titre perso, je trouve que on vit une époque formidable, et dans le sens où c'est à la fois très prenant intellectuellement, assez épuisant, je pense, mais c'est aussi très stimulant. Moi, je suis en ébullition, et je pense qu'on est tous comme ça un peu. La chance qu'on a, je trouve, dans le marketing, c'est que c'est à la fois un objet qui
qui modifie, en tout cas qui change un peu nos protocoles de production, mais c'est aussi un terrain de jeu parce que c'est des nouveaux moteurs IA sur lesquels on peut positionner nos marques, donc on a quand même cette chance-là. Et le dernier point que je veux dire, c'est que je trouve que c'est le premier sujet de rupture technologique, peut-être depuis je sais pas quand, qui est porté par le top management. C'est-à-dire que l'arrivée d'Internet... Depuis le e-commerce, peut-être. Oui, voilà. Je sais même pas, si tu veux. Moi, je pense que, tu vois, je prends l'exemple... J'étais trop jeune. Ouais, moi aussi, j'étais trop jeune, tu vois, c'est pour ça. Mais tu vois, l'arrivée d'Internet, je pense que le top management, il n'avait rien compris. Il voulait pas y aller. Ah, oui, t'as raison. Les réseaux sociaux, le top management, il ne comprenait rien, il ne voulait pas y aller. C'était un truc pour les gamins. Le mobile, pourquoi pas, on va dire. Le e-commerce, franchement, je pense que c'était plutôt... c'est quoi ce nouveau truc? C'est pas pour nous, on est des boîtes institutionnelles. Et là, je trouve que sur la partie géo, en tout cas les moteurs IA, là, pour le coup, c'est plutôt le top management qui pousse à fond, en disant... très convaincus, et c'est plutôt la base qui freine un peu, qui eux veulent pas trop changer leur habitude parce que ça, pour toutes les raisons qu'on a citées, ça crée de la friction, ça crée du FOMO, ça crée du défocus, etc. C'est quoi ta vision par rapport à ce que je t'ai exposé, ton sentiment? Il y a plein de choses. Je pense que ça va être difficile. Je vais partir dans un long monologue, mais tu m'interromps. Déjà, je pense qu'il y a IA et LLM, et c'est un peu différent. Et je suis pas experte IA, mais je pense que la première chose, c'est tu vois, t'as tout ce qui est IA qui va servir à, par exemple, j'en parlais, l'algo de matching chez Wikasa, il est boosté à l'IA, et depuis le début, en fait, depuis la création de Wikasa, et typiquement l'IA pour le service data science, c'est aller plus loin. J'en parle en 2 secondes, mais ils ont créé un jumeau numérique qui consiste, je suis pas experte donc je vais vulgariser à fond, mais qui consiste à reproduire les comportements des professionnels et des clients pour la plateforme, et à tester des variables pour voir comment optimiser cet algorithme, optimiser le taux de matching, optimiser la satisfaction, la qualité et les délais, et tout ça sans impacter la vie réelle des gens, des clients et des pros de la plateforme. Donc ça, typiquement, c'est un projet IA qui est... Est-ce que c'est porté directement par la direction, pour répondre à ton point? Je suis pas trop sûre. Moi, je pense que c'est les experts. Mais à l'époque, on parlait de machine learning, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est du bac, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, le gros changement, c'est que c'est un truc qui est grand public, qui le machine learning reste pas trop grand public, je pense. Non, mais la partie IA LLM, c'est ça la grosse différence. Oui. C'est que le patron qui n'y connaît rien en tech, il a ChatGPT dans son smartphone, donc il se projette. Et lui, il le voit surtout en plus comme c'est un super outil pour que t'aies mes coups, quoi. Mais exactement, ouais, c'est là où effectivement. Mais je pense que effectivement, quand tu dis la direction, en fait, ils vont penser automatisation, permettre de réduire finalement toutes les tâches humaines à faible valeur ajoutée, de les automatiser et de faire ça par des robots ou des agents IA, effectivement. Et j'imagine que c'est une possibilité si je reviens à Wikasa, on est quand même une marketplace de services à domicile, donc en fait évidemment qu'il y a des opportunités sur les agents IA, mais je pense qu'il ne faut pas que ça se fasse quand même au détriment de la confiance qu'on a réussi à générer au cours des 10 dernières années, et donc il faut quand même y aller avec progressivement, etc. Et oui, la barrière, pour revenir à un de tes points aussi, oui, la barrière à l'entrée à l'utilisation d'un chat GPT, elle est nulle. N'importe qui peut utiliser GPT. De là à être capable de construire des agents IA intéressants et qui vont apporter de l'efficacité opérationnelle au quotidien, je suis pas sûre que ce soit à la portée de tous aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est pas un problème. Au CEO, au CFO, c'est pas leur problème. Eux, entre guillemets, ils vont dire, moi, de ce que je vois, c'est que t'as le CMO qui va dire, il faut que je recrute 2 personnes pour ma stratégie de contenu. Ils vont dire, non, en fait, il y a l'IA maintenant. Et en fait, le problème, c'est à toi de le régler, à trouver effectivement. Et je comprends ton point parce qu'on est confronté à ça tous les jours en disant, c'est pas aussi performant que si on avait 2 personnes, si on avait un rédacteur, si on avait je sais pas quel setup. Mais en tout cas, ça leur donne une. Alors qu'en fait, fondamentalement, ça change rien. C'est-à-dire que le machine learning, tu pouvais automatiser plein de choses. Oui. Sauf que comme c'était une fonction back qui était opérée par des data scientists, qui restait du domaine de l'expertise pure, là, je trouve que ça a changé l'imaginaire auprès d'un top management qui ne comprenait pas grand-chose de ces sujets, ou en tout cas pas autant que les experts, évidemment. Et donc là, maintenant, ils ont le réflexe un peu... Et c'est un peu la réponse magique aujourd'hui. Ouais. C'est dès qu'il y a une difficulté, pourquoi tu n'utilises pas l'IA ou en tout cas, la vision chez Wikasa, c'est plus de se dire que l'IA va augmenter les humains, que la strat, elle reste humaine, en fait, et qu'en revanche, l'IA va pouvoir t'aider et t'assister, un peu comme un assistant au quotidien, un stagiaire, etc. Est-ce que tu as un cas concret, par exemple, de déploiement dans ton équipe? Alors... j'en ai plusieurs. Tu vois, je vais en prendre 2. Il y en a un, c'est la team SEO. C'était en 2023, donc maintenant ça fait 3 ans.
et bien avant que GPT devienne aussi vulgarisé, on avait des problèmes pour acheter ou trouver des images pour nos articles SEO. On a commencé à utiliser Midjourney. Et franchement, c'était pas simple à l'époque. On s'est vraiment formé. La DA de Wikasa nous avait aidé à l'époque. Et donc, tu vois, on a commencé à investir ça. Pareil pour la production de contenu. Donc, entre guillemets, avant même que... Je trouve que c'est plus facile si tu t'y es mis avant GPT déjà. Tu avais quand même un temps d'avance. Là où je trouve que ça commence à être vraiment intéressant, c'est... tu vois, j'ai encore 2-3 exemples dans la tête, mais c'est quand tu commences à l'injecter dans le produit. Donc, typiquement, nous, on va avoir des professionnels, par exemple des nounous, qui vont s'auto-décrire et donc vont avoir leur description dans le produit. Mais en fait, l'IA va te permettre de les retemplatiser, de corriger les typos, les fautes d'orthographe, etc. Et puis d'avoir un format qui est à peu près homogène. Donc ça, par exemple, c'est intéressant. Les synthèses d'avis aussi automatiquement rédigées par l'IA, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. C'est quelque chose qu'on a mis en place chez Wikasa. Donc l'IA dans le produit, ça, c'est quand même plus récent, je trouve. Et après, tu vois, pour revenir à ton point CEO, oui... un truc dont on ne parle pas très souvent, c'est tout ce qui va être IA Analytics. Et moi, ça, je l'ai fait énormément sur l'Allemagne, c'est d'aller choper plein d'insights, des commentaires clients, des avis, des insatisfactions, des annulations, des motifs d'annulation, etc. Et d'aller, en fait, juste analyser de manière massive et en quelques minutes ces avis. L'IA t'a fait gagner du temps, clairement. Mais c'est pas l'IA va te donner des patterns, des signaux faibles, mais c'est pas l'IA qui va te donner ta strat et qui va l'exécuter au quotidien. Ça t'a juste fait gagner un peu de temps et ça t'a fait aussi, honnêtement, regarder des datas que sinon t'aurais pas trop kiffé à les regarder parce que pas structuré, parce que c'est des verbatims humains, parce que c'est relou à extraire. Et donc c'est juste tu vas pouvoir faire plus avec l'IA, c'est pas recrutons moins pour faire autant. Enfin, en tout cas, c'est un peu ma vision, mais, mais c'est peut-être pas moi qu'il faut le dire. Non, mais si, t'as raison. Moi, je sais que je l'utilise. Par exemple, moi, j'écris beaucoup de contenu. J'utilise pas l'IA pour mon contenu parce que j'aime bien. Moi, j'ai un parcours de journaliste, etc. Ouais. Donc, j'aime bien la fonction d'écrire. Et d'ailleurs, ça se voit quand j'écris, j'ai beaucoup de tics de langage, etc. Et ça, c'est quelque chose que je refuse d'externaliser à l'IA. Alors, peut-être que dans 1 an, 2 ans, je changerai d'avis, mais je prends du plaisir en tout cas. Par contre, toutes les tâches où je prends pas de plaisir, si je peux déléguer ça. Alors, quand tu es CEO, des fois, tu peux le déléguer aux personnes de la boîte, mais la vérité, c'est que tu délègues plutôt à l'IA. Et c'est marrant, il y a un super papier de l'ancien patron de Doctrine. Doctrine, c'est comme un outil dans le médical, etc., qui a écrit un peu en disant, il a monté une nouvelle boîte, et il dit, grosso modo, je fais autant avec une boîte de 6 qu'avec une boîte de 100. Et il dit que, par exemple, il se connecte sur aucun applicatif. C'est-à-dire que quand tu es CEO, peut-être tu dois contrôler ton outil de compta, ton CRM, ton outil de vente, etc., Moi, c'est ce que je fais. Et lui dit, en fait, j'ai un agent IA qui est connecté à tous ces applicatifs. Et en fait, je demande à mon agent de faire lui-même ce que tu dis, la partie analyse de données, cruncher de données. Donc, je ne vais plus sur tous ces outils-là. Ouais. Et alors, je ne sais pas à quel point, encore une fois, il y a beaucoup de... Je ne dis pas que c'est son cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de... J'écris, donc c'est de discours performatifs. C'est pas parce qu'on dit que c'est vrai, etc. Mais en tout cas, je trouve que sur la vision, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien de plus pénible que d'aller se connecter à son CRM, de faire sa requête, de ne pas trouver les bonnes données, etc. Si tu arrives à outsourcer ça à ton agent IA qui se tape tout le sale boulot, toi, tu as juste le livrable, et qui, évidemment, il faut qu'il soit vrai, mais si tu as la quintessence du résultat qui est posé, ça, c'est quand même top, quoi. C'est-à-dire que tu gagnes en confort et puis en temps de cerveau agréable, c'est pas négligeable. Ouais, tu as raison. Et après, certains vont se plaindre en fait, d'avoir... plus que des tâches à forte valeur ajoutée qui te crament le cerveau. Ah oui, d'accord, c'est inverse, quoi. Laissez-moi dans un mood vraiment mou et tout. Après, je ne suis pas experte, mais c'est vrai que l'humain a aussi un peu besoin de routine, d'aller checker ses chiffres. Oui, tu sors en mode automatique, etc. Pourquoi pas, ouais. Mais je ne suis pas experte des agents IA. Mais tu vois, un petit cas, c'est notre CFO c'est un cas, c'est concret. Donc, tu vois, c'est pas un discours performatif, comme tu disais. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Elle a pas mal de questions en interne sur les BSPCE, tu vois, qui sont... tous les salariés sont éligibles, etc. Qu'est-ce qui se passe si je sors, si je pars de Wikasa, pardon. Qu'est-ce qui se passe... si je reste, qu'est-ce que ça vaut, etc. Et en fait, elle a créé... Franchement, c'est même pas un agent qui va qui va effectuer des tâches. Donc, c'est pas un agent au sens tu sous-traites, mais c'est un agent qui va converser avec les salariés de la boîte de manière anonyme.
qui est nourri avec toutes les infos qu'il faut. Et en fait, ça permet finalement de redonner un peu de temps au service finance, qui sinon se retrouve en direct avec les 150 collaborateurs. À répondre aux mêmes questions, voilà. Comme ça, ad vitam aeternam. Donc, tu vois, tu peux aussi avoir des cas hyper concrets, hyper simples. Et puis, on parle du service finance. Enfin, c'est pas forcément censé être ceux qui sont le plus... à même d'utiliser l'IA au quotidien, entre guillemets. Même dans la comptabilité, je pense qu'il y a plein de cas d'usage où tu peux gagner du temps. Et c'est clair, sur des rapprochents, sur la gestion des notes de frais, etc. Enfin, c'est des trucs, tu peux gagner du temps. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, moi j'ai lu que Sam Altman avait dit que il envisageait de se faire remplacer par ChatGPT à la tête de sa propre boîte. Donc tu vois, peut-être que moi aussi je pourrais prendre mes vacances dans pas longtemps et d'autres, mais en tout cas ça nous donne une belle direction, je trouve, et beaucoup d'optimisme à avoir. Blague à part, effectivement, on a une autre séquence, c'est la séquence boule de neige. Je demande à tous les invités un peu la petite action anodine qui génère beaucoup de valeur. Est-ce que toi, tu as une astuce comme ça à nous partager que tu as mis en place et tu as vu que tu avais un effet x5, x10 ? Ouais, franchement, je vais être brève dans la réponse. C'est un peu un leitmotiv chez moi, mais c'est l'exécution. Donc, c'est exécuter proprement, jamais parfaitement, mais rapidement, quoi. Ouais. C'est bien, moi, je trouve, je sais pas si tu as le même constat, mais qu'il y a un retour à l'exécution. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai l'impression que quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était un peu un gros mot. Ouais. Tout le monde voulait faire de la strat, même ceux qui sortaient d'école. Je veux faire de la strat, je veux être manager, etc. Il y a encore un peu ça, mais un chouïa moins. Et je trouve que l'exécution retrouve un peu cette de noblesse, et c'est tant mieux, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai toujours été de ce côté-là. Enfin, j'ai toujours été chez l'annonceur, comme on dit. Donc, j'ai pas eu le choix. Je le disais peut-être juste moins fort, mais clairement, là, j'assume. Enfin, c'est une force de savoir exécuter proprement. C'est hyper différent. C'est-à-dire que la strat, ça, en plus, franchement, ça veut tout rien dire. Et puis même, il y a un truc qu'il faut désacraliser, c'est-à-dire que peu importe le job que tu fais toujours de l'exécution. C'est-à-dire que moi, je pense que je fais toujours de l'exécution, je crée toujours des trucs. Enfin, c'est pas parce que tu changes de job que t'en fais plus, quoi. Et quand tu passes manager, directeur, tu fais toujours de l'exécution, quoi. C'est pas moins noble, c'est pas un gros mot. Ça fait partie du job. Ouais, clairement. Très bien. On a une dernière séquence, c'est je te fais des propositions un peu de mise en situation, puis tu me partages un peu comment ton ressenti. La première question, c'est et si ton budget était divisé par 2, qu'est-ce que tu couperais aujourd'hui dans ton funnel d'acquisition ? C'est pas évident parce que évidemment c'est inconfortable comme question. Ouais, mais ça peut arriver souvent que... Ouais, bien sûr. Non, mais après, en fait, t'as deux choses. T'as le budget people, clairement, ce serait pas le budget que j'ai envie de cutter comme ça du jour au lendemain, parce que ça veut dire licenciement. Après, t'as le budget tools, mais chez nous, il est quand même outils, il est quand même assez réduit par rapport à l'enveloppe média, et t'as le budget média. Donc, si je devais diviser par 2, déjà, je prendrais les 10% de budget market qu'on dépense jamais, parce qu'on est plutôt en sous-dépense chaque année. C'est rare, ça. C'est pas une bonne habitude, parce que du coup, la finance peut vouloir baisser. Ah oui, ils savent très bien qu'à la fin, on va finir mieux que prévu. Mais donc, budget non dépensé, déjà, ça fait 10% des 50% cherchés. Et puis après, en général, quand tu fais ça, tu gèles les recrutements. Donc déjà, tous les budgets people à venir, tu peux les cut. Ça te fait peut-être un autre 10%. Et puis ensuite, en fait, c'est un peu ce qu'on a vécu en 2022. C'est tu recentres sur les verticales à court terme les plus rentables. Parce que si tu tu couperais pas des leviers, mais tu couperais des un peu les deux. Tu peux faire un peu les deux. Si tu es hyper rentable sur un canal donné, sur un pays donné, tu gardes. Mais oui, là, tu coupes dans le gras. Donc, vous, c'est quoi vos leviers les plus rentables aujourd'hui ? Franchement, en France, c'est assez équilibré. Tous les canaux ont à peu près le même niveau de rentabilité. T'as du search, du social ads ? Ouais, search, donc SEO, SIA, beaucoup de social ads, méta TikTok, de l'influence. Un peu de partenariat, des choses comme ça. Alors, partenariat, on n'a vraiment pas craqué. Enfin, c'est un axe stratégique pour cette année, d'ailleurs. Voilà, et puis après, on a le bouche à oreille. Mais globalement, à la fin, que couper là où c'est moins rentable et puis réinvestir des sujets que le temps nous laisse pas forcément qu'on n'a pas forcément le temps de creuser. Donc tu vas peut-être investir davantage de tout ce qui va être CRM, SEO, voire même bouche-oreille, les leviers. Moi, il y a un canal que j'ai jamais réussi à craquer, c'est le canal parrainage / recommandation. J'ai pas réussi à craquer quand j'étais chez lanceur. Là, chez Eskimo, je me creuse la cervelle tout seul avec ChatGPT, enfin Gemini plutôt, moi, pour trouver un peu la bonne approche. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez et qui fonctionne ?
Ouais. Parrainage, non. Franchement, j'avoue que j'y crois pas des masses. Recommandation, donc ce qu'on appelle le bouche à oreille en interne, oui. Et du coup, je vais te répondre par une question. Comment tu mesures l'efficacité de ce canal? Bah voilà, c'est ça, comment tu animes, comment tu mesures. Bah, après, pour le mesurer, tu peux comment créer une incentive, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu as tes clients en direct, moi, par exemple, en B2B, mes clients en direct, je pourrais très bien les incentiver, mais je me dis, est-ce que ça fait pas un peu cheap en termes d'image de marque, tu vois est-ce que si je te donne 50 balles, tu me recommandes auprès de quelqu'un? Enfin, tu vois, ça ferait un peu bizarre. Ça ferait très bizarre. Ouais. Mais en fait, à l'inverse, tu peux demander à tous tes leads, et même je le ferai pas sur le client final parce que c'est intéressant de le faire des leads. Tu vois, nous, côté pro, c'est ce qu'on fait, mais même côté client aussi. Mais on sait exactement combien de leads professionnels nous ont connus via du bouche à oreille. Et on sait suivre, par exemple, leur taux de conversion finale. Et ce sont des leads qui convertissent beaucoup plus parce qu'ils ont été recommandés. T'as un tiers de confiance qui te pousse. Quoi. Exactement. Donc, regardez au niveau des... Donc, c'est comment tu le regardes, mais en fait, à chaque nouveau lead, je ne sais pas très bien comment ça se passe chez vous, si vous faites beaucoup d'outbound, inbound, etc. Mais... C'est beaucoup, 95% d'entrants. Voilà, c'est l'entrant, c'est facile. Tu leur demandes comment ils t'ont connu, c'est du bouche à oreille. Mais comment tu animes ça? C'est-à-dire que le mesurer, ça, on arrive à le mesurer. Là-dessus, tu as raison, j'ai pas compris ta question, mais tu as raison d'arriver à le mesurer. Mais quand tu le crées, comment je vais faire x2 par exemple? Non, mais tu fais... Alors, en fait, tu as deux choses. Tu as même peut-être trois choses. On en revient au service que vous proposez, être les meilleurs du monde. Ça, c'est la base. Effectivement, pour être recommandé, il faut que tu délivres un service de qualité. Ouais. Donc, quand même, il y a ça. Après, tu peux un peu booster ton service, travailler tous tes avis. En fait, c'est quand même... bon, je vais pas t'apprendre le GEO et le référencement organique. Mais... Tu as raison, ça fait 6 mois qu'on travaille les avis. Vous pouvez aller voir, on est à 4,9 sur Google. Parce que, effectivement, on était autour de 4 et on a travaillé super important pour la recommandation. Tu as envie de recommander une marque qui est connue, inconnue, qualitative. Ouais. Donc, il y a ça. Après, il y a deux autres éléments dans le bouche-oreille. Je ne vais pas te donner la recette magique, mais en tout cas, c'est ma croyance et ce que mon expérience chez Wikasa ont prouvé. C'est en fait, plus ta base de clients existants est grosse, plus ils vont être susceptibles de te recommander. Tu vois, tu as un effet de volume. Donc, plus déjà tu crois de manière normale, plus ta croissance est importante, plus le bouche-oreille peut peser au fil des années dans ton acquisition, dans ton mix acquisition. Puisque potentiellement, tu as des clients qui sont là depuis 5 ans et qui peuvent te recommander tous les ans. Donc, ils t'augmentent leur poids dans le final. Et puis, dernièrement, alors après, pour le B2B, je ne sais pas exactement comment vous pouvez faire, mais typiquement, nous, au UK, tu vois, le jour où on s'est décidé à lancer notre première campagne offline, on a un peu tardé parce qu'on était dans un contexte de renta first, etc. Donc, c'était en été 2023. Et comme par hasard, campagne un peu statutaire dans le métro. Enfin, je dis statutaire, c'était des tout petits emplacements, mais honnêtement, on n'avait pas de quoi payer plus. Corrélé à cette campagne offline, on a vu des nouveaux clients tout de suite, mais aussi le bouche-oreille commençait à décoller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bouche-oreille peut aussi être une externalité positive de tous tes engagements, de toutes tes campagnes offline ou de l'événementiel si vous en faites, ou de la presse, etc. Donc ça reste finalement... le bouche-oreille peut aussi être généré par des gens juste qui ont vu ta présence payante. C'est ça, moi c'est ça, c'est un peu ça ce sur quoi je réfléchis, c'est de dire d'être incontournable et poussé par des prospects en fait. Exactement. Et ça c'est Saint-Graal. Et je pense qu'il y a des marques qui arrivent bien, tu vois, par exemple Boursorama, ils ont craqué le parrainage et puis ils ont même craqué le bouche-oreille, je pense. Tu vois, tu dis banque en ligne, ah ouais, va chez Boursorama. Ça c'est même des non-clients qui vont te le dire. Conto, ils ont un peu l'équivalent côté banque B2B. Et moi, je pense que tous les points que tu as cités, c'était des très bons points. Il y a aussi la partie témoignage client où ça peut t'aider. Mais je pense qu'à la fin des fins, il faut réussir à créer une marque attachante. Tu vois. Pourquoi ces marques-là, les deux que je t'ai citées ? Parce qu'elles ont des éléments de marque, de branding très forts et qui fait que quand tu les vois, en tout cas chez moi, ça fonctionne comme ça, tu as une appréciation par défaut qui est positive. Alors même que tu ne les connais pas, alors bon, moi je suis client des deux pour le coup, donc c'est un mauvais exemple, mais et c'est un peu ça mon obsession, tu vois, pour reprendre ton terme tout à l'heure. Comment je fais pour que Eskimos devienne une love brand qui fait que même si t'es pas client Eskimos, si on te parle de ce besoin, tu dis ah ouais, il faut aller chez Eskimos. Ouais. Et ça c'est pas facile évidemment, quoi. Tu vois, c'est un peu notre job à faire, mais c'est pas carrément. Mais j'ai envie de te répondre deux choses là-dessus. Attachante, c'est déjà, je dirais que c'est un peu discutable comme concept. Moi, je dirais plus, c'est comment tu restes top of mind dans la tête de tes prospects. Ou unique, en tout cas, une marque unique. Top of mind, c'était vraiment... Parce que vous avez réussi avec Wikasa, c'est-à-dire que en tout cas, moi, ça marche.
je vous cite tout de suite, quoi. Pardon. Ouais, bah c'est qu'on a, on a réussi. Et puis après, t'as évidemment, tu peux complètement augmenter la base de prospects ou clients fidèles qui sont prompts à te recommander. Et puis, ouais, donc rester top of mind. Et j'avais un deuxième point, mais j'ai zappé. Oui, si, c'est ça, évidemment. Mais en fait, toi, tu veux que tes prospects ou tes clients te recommandent, mais alors pour les clients, c'est assez évident la valeur que tu leur apportes et je pense qu'ils le voient au quotidien. Mais pour tes prospects, en fait, qu'est-ce que tu fais pour eux ? Ils ont des très bonnes raisons de jamais être devenus clients, ils n'ont pas le budget, ou ils sont trop petits, ou vous n'avez pas le service qu'ils recherchent. Mais qu'est-ce que tu leur apportes au quotidien ? Est-ce que vous avez des conseils ? Ouais, moi, non, mais je peux te le dire. Moi, j'ai pris les fonctions il y a un an et je mets un gros focus sur la production de contenu et le partage de contenu de prise de position. Je trouve qu'on est à un moment du marché qui est assez clé où on a besoin d'avis éclairés. Alors j'essaie d'être cet avis éclairé, mais toute la modestie que je peux avoir, j'ai dû me tromper sur plein de sujets, mais en tout cas j'essaie de construire une pensée et de la diffuser gratuitement et au plus grand nombre. Donc tu vois, j'écris, on fait des podcasts, voilà, etc. Donc c'est là où ça c'est mon parti pris de dire voici ce que j'offre modestement entre guillemets et ce qu'on essaie d'offrir. Et peut-être que ça va effectivement créer cette dynamique. Alors je sais, après ça prend du temps à construire, etc. Mais c'est un peu ça le pari que je fais. Carrément. Et puis typiquement un podcast, le niveau d'engagement sur un podcast, il est super élevé. Donc tu n'as pas forcément masse d'écoute. Tu vas pas forcément chercher du volume, mais quelqu'un qui t'a écouté une demi-heure. On est à 3-4 000 par épisode. C'est pas trop mal quand même pour Challenge accepted, j'espère que je ferai mieux. Mais oui, c'est pas mal effectivement. Mais tu peux aller... En fait, ça crée un engagement, une sensation de juste de connaître le speaker, le hôte du podcast, qui est dingue. Enfin, moi, j'ai l'impression je suis une très grande consommatrice de podcasts et j'ai l'impression de connaître les gens. Quand je les rencontre en réel, je fais non, mais en fait, juste, ils ne te connaissent pas. N'oublie pas. C'est un sens seulement. Donc, c'est quoi le podcast que tu écoutes en ce moment ? Moi, j'aime beaucoup Conquête. Ouais, j'aime beaucoup. Alors après, c'est du B2B, c'est sur la partie growth. Il n'y a pas que du B2B, il y a aussi B2C. J'aime bien le café du commerce aussi d'Alex. Il y en a d'autres, il y a Kudak, il y en a d'autres. Ça marche. Peut-être une dernière question avant de conclure, c'est et si tu devais te donner un conseil à ton toi d'il y a 10-15 ans, quand tu as démarré je vais décider de répondre d'un point de vue... En fait, je vais répondre pour il y a 10 ans, parce que la date me va bien. Donc, il y a 10 ans, j'étais enceinte de mon aîné. Et donc, tu vois, un conseil à moi d'il y a 10 ans, c'est tout simplement, franchement, t'en fais pas. Tu vas gérer, tu vas réussir à concilier vie pro, vie perso. Ça va marcher. Et tu trouveras ton propre modèle. Voilà, et non pas plutôt en itérant, un peu comme en marketing, mais en itérant, en s'adaptant, en challengeant toujours, parce que c'est des équilibres qui sont parfaitement instables et qu'il faut remettre dans l'équation un peu tous les jours. Mais il n'y a pas d'école de paternité ou de maternité, quoi. C'est quand même ça la grande différence, quoi. Autant le marketing, on peut l'apprendre à l'école, entre guillemets, autant là, c'est la vie qui nous l'apprend. C'est la vie, voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci Marine pour le temps et tous les insights que tu nous as partagés. Merci, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines avec une autre interview. À plus tard.